Vous l'avez la version en anglais. Puis, parfait. Tu veux-tu que je partage le PowerPoint maintenant? Oui, c'est un PowerPoint, on ne passera pas tout parce que c'est un projet qui a été monté par le Conseil régional de l'environnement et le COGESAF. Donc, on a un PowerPoint un peu standardisé. J'ai réussi à le modifier un petit peu. On n'avait pas le droit de le modifier tant que ça, mais il y a des choses qu'on va passer rapidement là, parce que des PowerPoints, c'est un peu ennuyant. J'ai rajouté des vidéos aussi, mais toute l'information est restée là quand même. Comme ça, si jamais vous voulez retourner le voir, le PowerPoint, on le mettra aussi disponible sur le groupe Facebook. Voilà. Tu peux démarrer. Oui. Donc, tu le vois? Okay. Oui, je le vois. Tout le monde le voit bien? Oui. Super. Parfait. Puis, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions en plein milieu, vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin. Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Là. Vous pouvez me couper la parole, il n'y a pas de problème. On jase. Donc, les Sentinelles des Lacs, c'est un réseau d'intervenants locaux. Puis ça a été monté par le COGESAF, le Conseil de gouvernance bassin-versant de la rivière Saint-François, et le Conseil régional de l'environnement. Donc, eux autres, ils ont monté un petit peu la procédure, tout le kit de Sentinelle, la façon de fonctionner, les formulaires et tout ça. Donc, c'est un peu à partir d'eux. Puis là, nous, on le récupère, puis on part avec le même procédé. C'est tout. Tu peux continuer. Ouais, on va passer au travers des cyanobactéries. Ça, c'est vraiment les caractéristiques des choses qu'on vous demande de surveiller sur vos plans d'eau. Donc, les cyanobactéries, les espèces exotiques envahissantes. Si on voit des signes d'eutrophisation du plan d'eau, si vous voyez plus clair dans votre plan d'eau alors qu'avant il était très clair, si tout d'un coup il y a une grosse batch de plantes envahissantes, n'est-ce pas, Adrien? De beaucoup de nouvelles plantes aquatiques qui s'installent, ben ça en fait partie des signes. Et l'érosion des berges aussi. Si c'est quelque chose de vieux que vous voyez depuis longtemps, vous n'êtes pas obligé non plus de le mentionner. Souvent, on les sait aussi. Souvent, c'est ça, on les connaît. Mais on va prendre toutes les informations que vous allez nous donner. Mais c'est surtout si c'est nouveau, s'il y a un gros décrochage, vous pouvez le mentionner. Donc, tu peux continuer. Oui. Dans le fond, qu'est-ce qu'un organisme de bassin versant au Québec? Le réseau des lacs et rivières est divisé pour qu'on puisse bien s'en occuper. Donc, ils ont divisé ça en 40 organismes de bassin versant. Et un bassin versant, c'est regroupé, donc ils prennent une grande rivière d'importance. Et tout le secteur où l'eau qui tombe du ciel va se retrouver sur le sol et qui va se retrouver dans cette rivière-là est considéré comme un bassin versant. Puis, on l'a divisé, comme je disais, en 40. Notre mandat, c'était vraiment de la protection de l'eau. Donc, on est allé consulter les citoyens, voir c'est quoi les problématiques. On a constaté aussi sur le terrain. Puis ensuite, on a un plan d'action et à mettre en œuvre. Donc, ça faisait partie de notre plan d'action, d'ailleurs, de mettre en place un réseau de sentinelles. Voilà. Ça, c'est les 40 bassins versants, dont le nôtre qui est en bas, le 36, qui est quand même très grand. On a un bassin versant, notre secteur couvre le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. Donc, ça fait quand même un grand réseau. Tu peux continuer. Tu peux passer. Une addition, on la connaît un petit peu. Sinon, c'est vraiment de veiller à la protection de la ressource, là, de l'eau et de la faune et de la flore. Donc, c'est ça, je disais qu'il était grand. Il se déverse dans la baie de Fundy au lieu de se déverser dans le fleuve Saint-Laurent. Ça contient quand même 53 municipalités, ce qui n'est pas très facile à gérer. Donc, c'est pas évident de mettre en place des actions. C'est pour ça que c'est vraiment le fun de faire affaire avec les citoyens, en fait. Puis, on a eu une belle réponse d'ailleurs pour Sentinelle et les gens se sont vraiment impliqués. Donc, on voit qu'il y a vraiment quand même un bon engouement pour la protection des lacs et de tous les cours d'eau, ce qui est très encourageant. Donc, ça, c'était notre problématique, de mettre en place un réseau de sentinelles pour nos 20 lacs de villégiature. On en a, je pense qu'on en a 12 sur nos 20 lacs de villégiature, mais on a aussi d'autres lacs. As-tu le nombre total? Je l'avais mis, si tu as le PowerPoint au complet, je pense qu'il est dessous. Dans les commentaires en dessous, toi, es-tu capable de... Ouais, mais attends, j'ai pas les commentaires. Paramètres des sous-titres.
Le réseau de Ouais, c'est ça. Sentinelle est Descends en un bas. groupe d'intervenants. Donc, ouais, tu les as là. Descends, ouais. Descends ça jusqu'en bas, puis on va avoir le nombre. Donc, 20. dans nos 20 lacs, mais si tu Il remontes, faut on a 1, souligner. 2, ouais, 3, 4, 5, OK. 6, 7, 8, 9. Fait qu'à peu près la moitié de nos lacs de villégiature que j'ai réussi à avoir des sentinelles cette année. Mais sinon, autre que ces lacs-là, parce qu'on a quand même un paquet d'autres lacs, j'en ai un total de 25 lacs que j'ai réussi à avoir des sentinelles cette année. Donc, ce qui n'est pas si mal, on veut quand même monter aux 20 lacs, mais vu que c'est la première année, on trouve que c'est quand même pas si mal de procéder. J'arrive. Tout ça va. Ah ouais, la mise en contexte. Ça, on va pouvoir les passer quand même assez rapidement, mais en gros, en 2006-2007, il y avait des grosses problématiques partout. Tout le monde en parlait. Grosse problématique des cyanobactéries. Le gouvernement dit, OK, on va mettre en place un plan d'action appelé Bleu-Vert. Puis, à ce moment-là, il va y avoir des gens qui vont aller sur le terrain, donc qui appelaient un peu les sentinelles. Le but, c'était d'aller documenter la présence de cyanobactéries sur le terrain. Donc, il y avait ça, un plan d'action sur 10 ans. Maintenant, c'est fini. Puis là, il n'y a plus rien qui se passe. C'est de là, en fait, l'implantation des sentinelles faite par les résidents parce que le gouvernement, il n'y a plus de système en place, en fait. Donc, le concept vient pallier au manquement. Il y a eu quelques mentions. D'ailleurs, il y a un tableau dans le PowerPoint plus loin. Il y a un tableau de toutes les plaques que nous, on a dans notre bassin versant qui ont eu des mentions. Et souvent, c'est que quand ils ont eu beaucoup de mentions à chaque année, le gouvernement dit on le sait qu'il y en a de toute façon. Donc, il n'y a rien d'autre qui se passe. Ils ne vont plus vérifier non plus. Donc, il faut vraiment que ça fasse à peu près un bon 2-3 ans. Il me semble que c'est 3 ans avant qu'ils retournent pour revérifier. Donc, s'il y a une nouvelle mention, OK, ils retournent. En d'autres cas, ils ne vont pas se déplacer. Donc, c'est super important, les citoyens, les sentinelles, parce qu'après ça, si on voit vraiment une problématique, avec l'organisme de bassin versant, on pourrait peut-être mettre en place un projet. Fait que tu peux passer, je pense, les 2-3 prochaines diapositives. Là. Ou encore. Qu'est-ce qu'une sentinelle? Bon, dans le projet du COGESAF, j'ai trouvé un petit peu intense. Là. Il était vraiment plus du type soldat où vous devez faire respecter des procédures et tout et tout. Nous, c'est plus relax. Là. Donc, on vous demande juste de jeter un coup d'œil à votre lac et d'être nos yeux pour voir son état, s'il y a eu un changement. Adrienne, déjà, tu nous renvoies déjà des informations quand il y a un changement, il y a une hausse de plantes aquatiques, il y a des algues, telle couleur, c'est ça qu'on veut. Comme ça, on est capable d'aller jeter un coup d'œil, de voir qu'est-ce qui se passe, puis de voir s'il y a vraiment une problématique avant que ça soit trop important. Donc, d'essayer de prévenir en amont au lieu de régler. Donc, inspection visuelle, puis c'est tout, durant à peu près 12 semaines. Voilà, tu peux passer. Avoir une connaissance accrue, on s'entend, là, ça va être une connaissance, ce qu'on va vous expliquer. Vous avez aussi reçu les petits pamphlets, dont la catégorie de fleurs d'eau. Vous pouvez avoir aussi sur Internet, le ministère ne l'envoyait plus, mais c'est une espèce de guide pour pouvoir identifier les fleurs d'eau, qui est un petit peu plus poussé, mais qui était en beaucoup de mots, ce que les photos racontent quand même beaucoup sur les catégories. Même chose, il est sur le groupe Facebook, donc vous pouvez aussi le voir. Puis c'est ça, tu peux passer à celle-là. Donc, normalement, vous avez votre carnet d'observation, qui sont les feuilles à remplir. Vous avez votre carnet de référence, dans laquelle j'ai fait une erreur, en fait. Il y a un petit glitch qui s'est déposé dans les différentes catégories de fleurs d'eau. C'est la myriophylle à épis, comment la procédure pour la déclarer au ministère qui s'est glissée là. En tout cas, dans la version que moi, j'ai ici avec moi. Donc, je me suis dit que peut-être dans la vôtre aussi, ça s'était... Bref, c'est juste de passer ça, puis la catégorie est juste un petit peu en bas. J'ai corrigé celle sur le groupe Facebook, mais c'était vraiment juste les catégories, c'est quand même facile à lire. Là. Vous voyez très bien où l'erreur, puis vous êtes capable de passer juste un petit peu en bas. Peut-être que Jenny, tu pourrais oui. montrer les premières pages pour qu'ils se repèrent un peu avec ce qu'ils ont, hein, si tu es Donc, capable. oui, merci. Carnet d'observation, tu vois-tu? Carnet de référence. Donc, c'est celui-là ici.
Ça, c'est du carnet de sentinelle? Oui, ça, c'est carnet de sentinelle, qui s'appelle carnet de référence. Excusez-moi. Ensuite, c'est lui où ils mettent les annotations, c'est ça? Non, ça, c'est carnet d'observation. OK. Celui-là, les pages lousses. Parfait. Dans l'enveloppe de plastique. Carnet d'observation. Carnet du sentinelle, c'est celui-ci. Ensuite, la fiche technique des catégories de fleurs d'eau, c'est celle-ci. Et puis, normalement, vous avez votre casquette. Et je vous ai aussi envoyé un document sur la myriaphile Laipi. Normalement, c'est tout ce qu'il y avait dans votre ticket. Vous me direz si jamais il manque quoi que ce soit, là. Ça se peut. Oui, c'est ça. Donc, il y avait quand même beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'une algue bleu vert, où on les retrouve. Il y avait beaucoup de diapos. Je trouvais ça trop long. Donc, je vous ai trouvé des vidéos qui expliquent quand même bien. C'est de la semaine verte. C'est des courts vidéos. Donc, on a un de 3 minutes, puis l'autre, c'est 1 minute. Donc, j'espère en fait que ça va fonctionner, là, juste en cliquant sur le lien. On va l'essayer. La première? Oui. Parfait. Chouette. Est-ce que vous entendez? J'entends pas le son. Avez-vous le son? Okay. Non, je n'entends pas le son. Toi, t'entendais à toi? Attends. Ce que je vais faire... Attends, je vais arrêter de partager, puis faire partager. OK. Stop. Si. Serais-tu capable? Advance. Share sound. Ah, ça devrait marcher là. Attendez. On réessaye. Un mot de plus en plus familier qui peut semer l'inquiétude. Plage fermée, eau potable impropre à la consommation, risque pour la santé. Autant de gros titres dont sont souvent responsables les cyanobactéries, qu'on appelle communément algues bleu-vert. Mais qu'en est-il au juste? Nous allons tenter ici de mieux vous informer sur le phénomène des cyanobactéries, ou plus précisément, sur celui des fleurs d'eau de cyanobactéries, qui, dans les faits, représentent le véritable problème. Vous saurez pourquoi on doit s'en préoccuper. Vous en connaîtrez les causes et les risques pour la santé. Vous saurez aussi quoi faire en présence du phénomène et comment prévenir le problème. Les cyanobactéries sont des organismes microscopiques. Les plus grosses mesurent seulement 1/50 de millimètre. Vous comprendrez qu'on peut les voir seulement à l'aide de microscopes. Les cyanobactéries ont des points en commun avec les algues microscopiques. Par exemple, elles vivent dans les plans d'eau et aussi elles ont des pigments dans leurs cellules. C'est grâce à ces pigments que les cyanobactéries, tout comme les plantes ou les algues, peuvent faire de la photosynthèse. En d'autres termes, les cyanobactéries, grâce à leurs pigments, peuvent capter l'énergie du soleil pour croître et se reproduire. Chez les cyanobactéries, les pigments sont surtout de couleur bleue et de couleur verte. Pour toutes ces raisons, les cyanobactéries sont également appelées algues bleu-vert. Les cyanobactéries existent depuis plus de 2 milliards d'années sur notre planète. Elles font donc partie intégrante de nos lacs et de nos rivières depuis toujours. Puisqu'elles sont si naturelles, pourquoi s'en méfier? C'est que les cyanobactéries, sous certaines conditions, se reproduisent rapidement et en abondance, devenant ainsi visibles à l'œil nu. Nous sommes alors en présence de fleurs d'eau de cyanobactéries, un phénomène qui, malgré son nom, n'a vraiment rien de poétique. Les fleurs d'eau de cyanobactéries peuvent présenter plusieurs couleurs et textures. Elles sont souvent vertes, bleu-vert ou rarement rougeâtres. Les fleurs d'eau de cyanobactéries peuvent ressembler à un déversement de peinture ou également un potage dans lequel flottent des mini-particules ou des filaments très courts. Lorsque les cyanobactéries remontent à la surface, c'est là qu'elles forment ce genre de déversement de peinture qui peut être balayé par le vent et être entassé près du rivage. Les fleurs d'eau de cyanobactéries peuvent varier d'apparence aussi selon les espèces qui les dominent. On compte d'ailleurs environ 300 espèces de cyanobactéries au Québec.
Il ne faut pas confondre les fleurs d'eau de cyanobactéries avec d'autres phénomènes en milieu aquatique. Certains observateurs inexpérimentés les confondent des fois avec des dépôts de pollen, avec aussi d'autres algues ou des petites plantes aquatiques, comme par exemple des lentilles d'eau. Publié par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le guide d'identification des fleurs d'eau de cyanobactéries fournit plusieurs renseignements sur les fleurs d'eau de cyanobactéries et sur les autres phénomènes qui s'y apparentent. Le guide, justement, qui vient juste de mentionner, est disponible en ligne. Je pense que je vais essayer. Je ne sais pas si je l'avais mis sur le groupe. Je vais me garder une note, mais j'irai le mettre. Il l'a en PDF, en fait, donc vous pouvez avoir accès. C'est le guide qui ne voulait plus donner de guide gratuit à distribuer partout au Québec, là. Donc, on n'avait pas accès, mais je vais vérifier, voir si on l'a déjà, puis je le rajouterai. Ensuite, on avait la deuxième petite vidéo. On va faire la même chose. Bon, je pense pas. OK. Tac. Ah! Ciboulette. Ce ne sera pas long. Stop. Cher son. On rencontre des fleurs de cyanobactéries aussi bien à la surface d'un lac que dans une partie ou dans l'ensemble de la colonne d'eau. La colonne d'eau, c'est l'épaisseur d'eau d'un lac. Observons le cas d'un lac profond et les différentes zones où peuvent proliférer les fleurs d'eau. Ici, la fleur d'eau est dispersée dans la couche d'eau supérieure. Lors d'une journée avec peu ou pas de vent, on la trouve à la surface sous la forme d'écume. Cette écume peut aussi s'accumuler près du rivage. La fleur d'eau se maintient parfois dans une couche d'eau intermédiaire. C'est l'habitat préféré de certaines espèces. Les cyanobactéries s'accumulent ici au niveau des sédiments de fond. Durant le début du brassage automnal des eaux, elles se dispersent sur la portion supérieure de la colonne d'eau. Plus tard, à l'automne, durant le plein mélange des eaux, ou au printemps, lorsque le lac cale, on observe une dispersion de la fleur sur toute la colonne d'eau. On peut la retrouver aussi, à l'occasion, sous la couche de glace. Une baisse du niveau des eaux ou le travail des vagues provoquera parfois un dépôt d'écume sur le rivage. L'augmentation de la température de l'eau favorise la reproduction des cyanobactéries. Les fleurs d'eau se développent donc surtout en été et en automne. Merci, Yann. Bien. OK. Oups. En 2006, près de 71 lacs de la province du Québec étaient... OK. Venez. Voilà. Fait que tu vas voir que tu vas pouvoir passer... fait que tu passes les diapos suivantes. Donc, c'est souvent quand ils vont se retrouver en grande quantité que là, ça va poser problème. C'est là qu'on va fermer les plages généralement. Donc, si vous en voyez et que vous pensez que c'est ça, essayez de faire soit des photos, c'est bon, mais des fois des vidéos, comme elle disait, on a vu un paquet d'algues, en fait, qui ressemblait beaucoup à cyanobactéries, sauf qu'au final, c'était vraiment des algues filamenteuses. Donc, de le prendre avec un bâton, on va vraiment voir les algues filamenteuses, ils vont rester, ça va faire des grands amas sur le côté, tandis que la cyanobactérie, bien, ça ne restera pas. Donc, si vous avez un court vidéo de qu'est-ce que vous allez trouver, des fois, ça peut nous aider à identifier. Mais sinon, c'est vraiment plus au ministère ou ailleurs, ou faire une analyse d'eau qui peut vraiment nous dire si c'est une cyanobactérie. On peut avoir des doutes. Donc, plus vous allez avoir d'informations détaillées à mettre, plus ça va être facile parce que comme Adrienne, tu avais posté, on avait une idée un peu des hypothèses sur les algues que tu avais trouvées dans le fond rougeâtres un peu. Donc, on avait des petites hypothèses, mais des fois, c'est difficile aussi avec juste une petite photo comme ça. Donc, si on voit que c'est trop, de toute façon, on pourrait aussi aller voir sur le terrain, vérifier. Vous pouvez aussi prendre un échantillon. Donc, si vraiment vous avez un grand doute là-dessus, il y a un procédé de comment prendre un échantillon si vraiment vous voulez faire une déclaration au ministère. Donc, tu peux passer, il va y avoir plein
de photos, Anne. Jenny, Il y a Oui, une oui, question. Ah. les Bah, photos que tu dis qu'on peut prendre, les Oui. vidéos, on les envoie de quelle façon? Vous pouvez mettre sur le groupe Facebook, comme Adrienne avait fait sur Ok. un post précédent. Là, c'est super parce qu'en plus, tout le monde les voit. Puis n'hésitez pas, là, si vous en avez déjà vu, que vous savez déjà c'est quoi, ben, je sais que j'ai des billets registres dans le groupe. Donc, si vous avez déjà une bonne idée, ben, n'hésitez pas à répondre là, si vous le savez. Oui, Stéphane, je vois que tu as une question. Oui, je suis curieux. Quels sont les effets sur la santé des personnes qui entrent en contact avec les algues bleues? Bien, il parlait de toxines, donc je pense que c'était des effets en fait sur la peau et c'était aussi par l'injection, donc quand on en boit en se baignant, je sais que ça faisait des problèmes intestinaux, donc c'était vraiment cutané puis problèmes intestinaux. Il y avait un problème aussi beaucoup pour les animaux de compagnie, donc là, il pouvait y avoir maladie ou sinon même, je pense, mort pour des plus petits animaux comme des petits chiens. Donc, mais il faut vraiment que ça soit quand même en grande quantité, mais c'est pour ça qu'ils fermaient les plages. C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas. Donc, c'est ça, ça va affecter la peau et le système digestif. D'accord, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Oui, donc, le carnet d'observation, je ne sais pas si vous l'avez avec vous. On peut regarder, tu iras-tu juste à la diapo suivante, juste regarder c'est quoi, puis tu reviendras à celle-là? OK, super, tu peux revenir. Donc, on va faire surtout la première partie en haut de votre, de votre formulaire à remplir, les algues bleu vert. Donc, c'est super simple quand même. Donc, si vous avez le choix, la première colonne, c'est s'il y a de la présence ou s'il y a de l'absence durant votre journée. Vous allez inscrire l'heure que vous avez fait votre tour de lac, la date, votre nom, puis présence ou absence. Donc, s'il y a une présence, vous allez voir dans votre petit pamphlet des catégories, celui-là. Il y a les catégories 1, 2A et 2B. Donc, vous cochez celle que vous croyez avoir vue. Vous allez ensuite inscrire si c'est localisé ou généralisé. Donc, si vous avez l'impression que c'est sur une grande étendue du lac ou si c'est juste sur une partie d'une plage. Ensuite, vous pouvez mettre description, commentaire, mettez tout ce que vous voulez dans les détails et un point GPS. Très pratique, comme ça, on va pouvoir retourner. Vous avez aussi votre carte que je vous ai envoyée. Ici, j'ai le lac Beau avec moi. Donc, vous pouvez l'inscrire, faire un petit trait aussi sur cette carte-là que vous pouvez renvoyer à la fin. Vous pouvez mettre des notes sur cette carte-là. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la fleur d'eau. Donc, moi, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y. C'est parce qu'au Lac-Long, je pense qu'on est 5 sentinelles. Parfait. Il va falloir s'entendre sur les circuits pour pas qu'on fasse tout le même circuit. Effectivement, mais je pensais que tu m'avais envoyé une carte avec chacun avait décidé de son secteur. On ne s'est pas vu, je ne savais pas qui vraiment était inscrit. Ah, OK, parfait. Ben, je pourrais renvoyer un courriel de groupe avec votre groupe de sentinelles au Lac-Long. Oui. Puis renvoyer, c'est toi qui m'avais envoyé la carte. Moi, j'avais envoyé une carte. Là. Exact, fait que je pourrais avec les herbiers. Oui, c'est ça. Les petits points sur la carte que vous avez eu au Lac-Long, c'est où il y a des herbiers. C'est ça. Donc, moi, j'ai renvoyé en fait ta carte, je me semble. C'est ça que j'ai mis dans ton kit. Oui, mais on n'a pas les circuits des individus. Non. Non, ça, c'était dans le courriel, ça disait que vous aviez l'air de savoir vraiment chacun votre secteur. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Je vais renvoyer un courriel avec tous les participants du Lac-Long. Donc, vous pourrez vous entendre ensuite entre vous pour voir selon vos disponibilités, puis de voir les secteurs. Les autres personnes du Lac-Long avaient l'air quand même à avoir une bonne idée des secteurs déjà. Donc, ça sera à voir. Là. Pas de problème. Merci. Donc, oui, Anne, tu peux continuer. On va faire le restant de la feuille au fur et à mesure. Donc, ça, c'est si vous rencontrez des cyanobactéries. Il y a tout un procédé parce que normalement, on va faire une déclaration au ministère. Mais si vous voulez, si vous en découvrez, vous nous appelez, on ira voir si vraiment on a une bonne idée que c'est ça. On ira voir, on ira prendre l'échantillon. Mais vous pouvez toujours le prendre, vous avez juste à suivre le procédé.
Puis après ça, on pourra voir avec vous pour l'envoi au ministère. Là. Mais qu'on dit s'il y a eu des signalements chaque année, ça ne donne plus rien de faire une déclaration au ministère parce qu'ils n'iront pas. En fait, ils sont au courant qu'ils en ont chaque année. Donc, c'est juste une problématique constante. Donc, on pourrait regarder ça ensemble. Tu peux passer, Anne. Est-ce que dans les lacs, il y en a dans les lacs aux environs? Ah, ben oui. Oui, il y en a. Il y en a. Des fois, c'est des petites déclarations sur un petit temps, mais il y en a souvent. Puis, de toute façon, les cyanobactéries, c'est quand même c'est présent dans les lacs. C'est surtout quand ils deviennent très abondants que là, quand ça va faire la fleur d'eau, que là, ça devient plus une problématique. Mais des fois, ça peut durer juste une journée. Des fois, c'est vraiment du court terme. Puis ensuite de ça sort d'effet. Puis l'abondance a disparu. Mais il y en a eu des déclarations. Puis vous allez voir, dans le fond, on a un tableau avec toutes les déclarations qui a été rendu au ministère de tous les lacs donc, qui ont été constatés ayant des fleurs d'eau. C'est sur le site de l'OBV? Je l'ai mis là-dessus. C'est sur le site du ministère. C'est parce que ma fille disait son donc, c'est sur le site du ministère. Puis, je pourrais mettre le lien, si vous voulez, sur le groupe Facebook. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais nous, on ne l'a pas sur notre site de l'OBV. Merci. Tu peux continuer, Anne. Tu peux continuer, c'est vraiment le procédé pour prendre l'échantillon. Donc, si vous en avez, vous pourrez toujours lire. Ça, c'est les informations pour transmettre les observations au MLCC. Donc, c'est ça, n'hésitez pas, là, si vous voulez le faire, faites-les des déclarations. C'est pour ça que j'ai tout laissé ça là, pour que vous soyez quand même autonome. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir de l'aide, des conseils ou qu'on en discute. Il n'y a pas de trouble. Continue. Donc, ça, c'était les lacs touchés. Donc, on voit qu'il y avait le lac Baker, le lac Long, qui était en 2011. Si on regarde, Desjely, ça remonte quand même à 2017. Saint-Michel, Squatec 2010, la dernière mention. Desjely 2015. Puis après, c'est comme s'il avait arrêté de faire les suivis. Là. Donc, ça serait de voir ce qui s'est passé par la suite. Donc, c'est ça, il y a quand même eu plusieurs années là, le lac Témiscouata aussi. Là. Fait que c'est quand même quelque chose qui est récurrent. Et, vous voyez, j'ai mis le lien quand même juste en dessous pour aller avec tous les lacs, mais ça, c'est tous les lacs du Québec qui se retrouvent sur ce site-là. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Tu peux continuer, Anne. Continue. Ça, j'ai laissé toutes les... ce qu'on a vu sur la vidéo un petit peu, là, qu'elle nous montrait. Les densités, les apparences, que c'est vraiment un petit peu plus comme de la peinture. Puis, il y avait quoi d'autre? Ouais, c'est ça, que ça ne restait pas comme des filamenteux. Donc, vous pouvez regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là. On est là pour ça aussi. Mais c'est souvent en le voyant qu'on se pose des questions. On dirait que sur un diapo comme ça, c'est pas évident non plus, là. Des petits dessins et des petites photos. Ça va peut-être de le voir. On a vu aussi, je ne sais pas qui avait posté une photo de pollen, justement, à Poenegamo. Puis effectivement, ça peut vraiment ressembler beaucoup parfois aux cyanobactéries. Donc, c'était un bon call de voir que c'était bel et bien du pollen. Tu peux poursuivre, Anne. Ça, on tombe avec les espèces exotiques envahissantes. Celle qu'on a dans notre bassin versant, c'est particulièrement la Myriophylle aepi. Là, il y a beaucoup de nouveaux projets qui se mettent en place tranquillement pour protéger les lacs. On aimerait ça que ça devienne vraiment populaire, qu'il y ait des stations installées. Puis, une des premières actions dans ce plan d'action-là, c'est vraiment d'aller voir s'il y a du Myriophylle aepi. Donc, c'est là que vous entrez en compte déjà au début, puis ensuite, par la suite, à la fin de ce plan d'action-là. On veut qu'à chaque fois qu'il y ait une station de lavage, puis qu'il y ait eu une vérification qu'il n'y a pas de Myriophylle aepi, qu'on installe une sentinelle, puis que par la suite, il y ait toujours un sentinelle sur le lac pour vraiment garder le lac en bon état. C'est ça qu'on va instaurer au Bas-Saint-Laurent et en fait dans tout le bassin versant. Donc, j'ai mis 2 vidéos pour expliquer les problématiques de Myriophylle aepi, ce que ça comporte, puis la problématique. Tu peux nous la mettre...
Je sais pas si c'est le lien C'est juste que le aussi. premier lien, Il se j'y aurais copie pas dessus, accès. sinon? Non, c'est ça, le premier lien, il est pas actif. OK. Je vais mettre la deuxième. Ouais, Au pire, j'essaierai de le retrouver tout à l'heure. Puis vous le c'est pas grave. Ouais. partagez. Est-ce que vous Depuis entendez? 20 ans, Mitsubishi Motors apporte une innovation constante au Canada. Nous avons perfectionné nos véhicules. Dans les aquariums, le myriophile à épis, une plante exotique, peut servir de végétation décorative. Mais dans nos lacs et nos rivières, où il n'y a pratiquement pas de limite à son expansion, elle offre un autre genre de décor. Cette plante est devenue un envahisseur redoutable qui cause bien des maux de tête aux chercheurs et aux riverains. Avec sa longue tige et ses feuilles en plumes, cette plante aquatique peut sembler inoffensive à première vue. Pourtant, depuis plusieurs années, elle envahit nos plans d'eau, en privant de lumière et de nutriments les plantes indigènes. Son nom, myriophile à épis. On sait que le myriophile qui nous envahit en Amérique du Nord provient d'Asie. Comment tout ça s'est propagé d'un continent à l'autre? Bonne question. Les eaux d'aquarium, les eaux de l'Est de navires, on ne le saura jamais en définitive, mais chose sûre, c'est que le myriophile est là et il est présent maintenant à la grandeur ou presque du continent nord-américain. Le biologiste Claude Lavoie est l'expert des plantes envahissantes au Québec. Pour lui, rien ne laisse croire que le myriophile est une menace pour la santé humaine. C'est d'abord et avant tout une nuisance à l'usage des lieux. Une nuisance pour la navigation, pour la baignade, pour la pêche sportive. Depuis 2007, Claude Lavoie observe et analyse le myriophile pour mieux le combattre. La présence de cette plante exotique dans les plans d'eau devient un véritable cauchemar pour les riverains. Le myriophile, c'est pas juste un problème biologique. C'est un problème bien plus complexe que ça. C'est un problème qui a une dimension à la fois sociologique, économique, politique. Et on peut comprendre qu'une personne qui a beaucoup investi dans sa propriété riveraine soit vraiment tentée de s'en débarrasser dans les meilleurs délais parce qu'il y a un effet émotif associé à ça. Première chose à savoir, on l'éradiquera jamais. Donc, on est pris avec cette espèce-là pour plusieurs décennies, pour ne pas dire plusieurs siècles. La particularité de cette plante exotique, c'est qu'elle se reproduit très facilement, à vitesse grand V. À la mi-juillet, des racines se forment sur ses tiges. Les branches et les feuilles s'en détachent en se fragmentant. La plupart de ces fragments vont mourir sur les rives. Mais un faible pourcentage d'entre eux va s'enraciner entre 1 et 4 mètres de profondeur. Ces nouveaux herbiers vont alors envahir le fond du plan d'eau. Au Québec, près de 200 lacs sont envahis par le myriophile à épis. Et sous l'eau, une lutte sans merci s'est engagée. Ici, au lac des Abénaquis, le moyen utilisé pour mater l'envahisseur, c'est le bâchage synthétique, qu'on appelle aussi aquascreen. Je trouve personnellement que c'est une toile qui se manipule bien, particulièrement petite. Donc, un plongeur seul peut la transporter dans l'eau. Vincent Gagné est l'étudiant de Claude Lavoie. Comme jeune chercheur, c'est dans ce vaste laboratoire naturel qu'il a fait ses stages en environnement. En 2017, il est embauché pour coordonner les travaux de lutte au myriophile. Trouver les plongeurs, trouver les bénévoles, cibler les endroits où est-ce qu'on va poser des toiles, cibler les endroits où est-ce qu'on va faire de l'arrachage. Pour l'installation des toiles, on est 2 plongeurs dans l'eau, avec une personne, un bénévole en surface. Les plongeurs vont descendre sous l'eau avec la toile, ils vont aller la dérouler. Puis, ensuite de ça, un autre plongeur va aller installer les lestes qui sont des barres de fer. La membrane synthétique agit alors comme une barrière physique qui étouffe le myriophile à épis. L'objectif, réduire de 85 % les zones infestées. Bien, la nouvelle expertise que je développe avec Vincent, c'est pas savoir si les toiles de fibre de verre fonctionnent. On le sait qu'elles fonctionnent. C'est plutôt de regarder la lutte sur plusieurs années, la planifier de manière stratégique sur l'ensemble d'un lac.
Anne, tu peux Ailleurs au arrêter la Québec, vidéo. une autre stratégie est utilisée pour s'attaquer aux myriophiles. Super, merci. Parce qu'il passe vraiment plusieurs techniques, en fait, pour essayer de contenir la myriophylle AIP, ce qui fonctionne pas. En gros, ça coûte extrêmement cher pour essayer de gérer une plante. Puis présentement, il n'y en a aucun des lacs qui sont venus à bout de la myriophylle AIP. Pour l'instant, ils ont réussi des fois à réduire de 85 %, à revient un petit peu. Donc, ils réussissent à la contenir, mais ils n'ont pas été capables de l'éradiquer dans aucun des lacs. Puis, ils ont essayé quand même plusieurs méthodes pour l'instant, puis c'est toujours en développement. Donc, une fois qu'elle est rentrée, on va avoir beaucoup de difficultés à la ressortir. Mais c'est quand même important. Donc, vous ne pouvez rien faire là, sur le fait qu'elle rentre dans votre lac. Ce n'est pas à vous, c'est plus aux municipalités, au MRC, au ministère. Donc, c'est ça, je veux dire, on avait des plans d'action en place qu'on essaye de mettre en place, en fait, pour vraiment favoriser le nettoyage des embarcations, la vérification des embarcations avant de mettre à l'eau. Vous, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est d'essayer de contenir, de nous aider à contenir l'envahissement. Donc, si on la voit vraiment très tôt, on va peut-être réussir à au moins la contenir dans un petit secteur ou peut-être qu'on va être capable de l'éradiquer si vraiment il y avait juste quelques plants. Donc, de là, la présence des sentinelles, si elle est là tout l'été, bien pour nous, si après une semaine, on sait déjà qu'il y a de la myriophylle, bien, c'est facile d'intervenir. Oui, Adrienne, tu as une question? Oui. C'est que j'aimerais mettre sur le site Sentinelle comment fabriquer un aquascope. Parce que moi, c'est avec un aquascope que j'étais en mesure de voir des plantes aquatiques indigènes qui étaient proliférées dans le lac. Parce qu'il y en a qui n'atteignent pas la surface. C'est bien facile et on peut le faire pour une embarcation comme moi, j'ai une chaloupe avec une chaudière noire. Idéalement, la chaudière, pour que ça soit noir. Puis, il montre comment installer un plexiglas en dessous, tout ça. Il y a des modèles comme pour mettre à côté d'un canot. Il y en a aussi pour mettre un kayak aussi. Fait que je vais vous envoyer ça sur notre page là, Sentinelle. Mais oui, comment faire un aquascope. Pardon? Merci, c'est super, très bonne idée. Non, c'est excellent. Parce qu'au travers du lac comme ça, dans l'embarcation, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe au fond, on ne voit pas les plantes. Ça, c'est sûr. La myriophylle AIP, à la fin de l'été, elle va ressortir un petit peu, elle va faire un petit épi rouge à la surface. Puis c'est comme ça qu'on est capable de la reconnaître à la fin, surtout que pour vous, c'est vraiment juste la surveillance en tant que telle. Ah, mais si on veut la détecter plus jeune, là. Oui, plus jeune, c'est sûr, ça prendrait. Oui, c'est ce qu'on utilise. Oui, c'est super. Mais oui, ça, c'est super. Tu le mettras. C'est une très bonne idée. Merci. On peut aussi retrouver sur Internet, je n'ai pas réussi à le trouver en français, donc je pourrais toujours le mettre en anglais, mais il y avait comment réaliser un disque de Secchi pour être capable d'aller voir la clarté de l'eau, la transparence de l'eau. Si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment très facile à faire, ça aussi. C'est vraiment une corde, un poids et un disque blanc et noir. Donc, je mettrai la vidéo aussi si ça vous intéresse, mais ça, c'est vraiment juste des données si ça vous tente. Pour ce qui est des autres espèces aussi, on va avoir de la difficulté à intervenir, quoi que ce soit, mais si vous voulez la documenter, moi, je vais prendre toutes les informations, puis on va toutes les mettre dans un document généralisé. Donc, on aura ces informations-là. Donc, n'hésitez pas à en mettre plus que pas assez. Nous, à la base, on ne veut pas non plus vous mettre trop de poids sur les épaules. Vous avez autre chose aussi à faire de vos étés, là. Donc, ce ne sera pas d'avoir toutes les espèces envahissantes que vous avez ou qui sont, même si, en fait, je sais que tu as beaucoup d'espèces dans le lac Long qui sont quand même indigènes, mais qui sont en train d'envahir tout ton lac. Donc, on ne pourra pas faire des interventions tout l'été, c'est ça, tu es déjà au courant de toute façon. Donc, mais pour l'instant, celle qu'on recherche vraiment plus, c'est la myriophylle AIP, mais c'est ça. N'hésitez pas à documenter le restant des informations, puis on va vraiment en prendre bien soin. Jenny, myriophylle AIP, il y en a au lac Témis. Oui. Il y en a-tu dans d'autres lacs de nos lacs? De ce qu'on sait, pas pour l'instant. Ça serait juste au lac Témiscouata pour l'instant. Puis nous, on fait la vérification de 4 lacs par année. Donc là, on a reçu des petites mentions, peut-être au lac d'Aule, on va aller voir. Mais c'est ça. De ce qu'on sait pour l'instant, pas d'autres ailleurs. Donc, super important, si jamais vous allez... De là, les lavages
d'embarcation pour les gens qui vont dans le lac Témiscouata puis qui en ressortent avec de la myriophylle. C'est pour ça qu'on s'inquiétait. On est en train de mettre en place un projet à Squatec qui est juste à côté, des gens qui mettent à l'eau. S'il est au lac Témis, on est très inquiet que ça se propage dans le restant du bassin versant. Donc, on va essayer de le contenir dans le lac Témis, là. Mais pour l'instant, vous ne seriez pas supposé en voir dans vos lacs. Mais il y a d'autres myriophiles, par contre, dans les lacs. Donc, ça sera de voir dans le carnet. Celui-là ici, pour être capable de bien identifier. Il vous explique comment bien identifier, comment compter les divisions de la feuille pour voir si c'est bien la myriophylle IP. Sinon, prenez une photo vraiment bien détaillée, mettez-la dans le fond de votre bateau sur quelque chose de blanc, une feuille, quoi que ce soit, détaillez les petites feuilles et puis prenez une bien belle photo, puis dans son environnement aussi, si vous êtes capable de voir avec l'épi, puis mettez ça sur le groupe, puis on va regarder ça. Okay. Merci. Anne, tu peux continuer. Ça, c'était aussi les détails qu'on retrouve un petit peu dans le carnet, mais sinon, il y avait un petit peu, je trouvais les photos étaient quand même un petit peu plus belles pour bien identifier la myriophylle IP. Vous pouvez vous référer aussi à ce tableau-là. Donc, dans le PowerPoint qu'on va mettre, si je ne l'ai pas déjà mis, vous pourrez retourner fouiller dans ces photos-là. Ça vous aide peut-être à l'identifier. Ça, c'est les procédures pour le signaler normalement au ministère. Parce que quand on en a, on va aussi les déclarer au ministère. Il y a un site Internet de Sentinelle, mais en faisant affaire avec nous pour l'instant, on va être capable de voir ça ensemble, puis on fera le signalement ou sinon on vous accompagnera pour faire le signalement au ministère. S'il y a quoi que ce soit, il est sur le PowerPoint aussi si vous avez envie de le faire par vous-même. Donc, en gros, ce qu'on vous demandait, c'est de prendre un échantillon, de le mettre dans un contenant, peu importe quoi, là, un pot maçon, un sac Ziploc, de le mettre dans l'eau et au frigo, si vraiment vous voulez nous montrer un des échantillons. Donc, ça va se conserver vraiment mieux. On va plus voir les feuilles, ce qu'on a besoin de voir, là, les divisions qu'on a besoin de compter. Donc, il ne faut pas que la plante soit trop maganée, il faut qu'on puisse vraiment voir. Donc, ça, c'est le procédé. C'est vraiment, il faut juste s'assurer que quand on détache une partie, qu'on ne va pas laisser aller quelques parties en chemin parce que chaque bouture que vous faites, c'est une nouvelle plante. Donc, surtout si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de propager, vraiment récolter minutieusement la plante. Ensuite, on passe à l'eutrophisation. Si vous regardez sur votre feuille de prise de données, celle-ci, on va voir, c'est juste s'il y a de la présence, donc un peu comme au Lac-Long, justement, s'il y a des nouvelles couvertures de plantes aquatiques, on voit que ça s'étend vraiment plus sur une plus grande distance, s'il y en a des nouvelles que vous n'aviez jamais vues avant. S'il y a de l'accumulation de sédiments ou justement la transparence de l'eau. Là, si vous n'avez pas de disque de séquille, ce n'est pas grave, vous êtes quand même capable, vous êtes là depuis longtemps, souvent sur vos lacs, vous pouvez facilement dire, bien, avant, je voyais dans le fond, puis là, je ne vois plus. Donc, je vois que la clarté de l'eau n'est plus la même. Vous avez juste à le mentionner, puis c'est tout. Nous, on le prend en compte. Le système d'eutrophisation, c'est que en gros, un lac est supposé vieillir naturellement, mais c'est sur des milliers d'années. Donc, on n'est pas supposé de le voir une grosse différence à l'échelle humaine. Donc, si vous le voyez dans vos années à vous, c'est qu'il y a un impact humain sur le lac, que ce n'est pas juste naturel. C'est normal qu'il vieillisse naturellement, mais là, si ça va trop vite, c'est qu'on a un impact là-dessus. Donc, c'est ça l'eutrophisation, en fait, du lac. J'ai quand même mis toutes les informations plus scientifiques, plus biologistes, si ça vous intéresse. Vous pouvez aller lire. Puis, si vous avez des questions toujours, vous n'hésitez pas. On pourra regarder ça ensemble. Mais si vous avez quelques mentions sur des différences que vous voyez à l'œil humain, comme justement, j'en reviens toujours à Adrienne parce que j'avais des informations, mais tu sais que là, toi, tu voyais que tout d'un coup, il y avait beaucoup d'algues qui s'implantaient ou des plantes aquatiques qui s'étaient installées tout d'un coup en avant de chez vous, si la transparence a changé. Donc, nous, déjà... la problématique, c'est qu'on a eu une inondation en 2008. Là. Oui. Qui a amené beaucoup de sédiments. Oui. On a un eau très claire. Fait qu'avec le bon sédiment, la bonne terre, la lumière a atteint des profondeurs à 15 pieds, commence à avoir des plantes.
parce qu'on a une autre très transparente. OK. On n'a pas vu beaucoup de différence avec le disque. OK. C'est qui, j'ai toujours de la misère à dire. Et on a quand même une très bonne transparence, ce qui a permis aux plantes, justement, de pousser. Et on n'a pas un lac qui descend rapidement. Les pentes de chaque côté sont peu abruptes. C'est pour ça qu'on a des grandes distances sur les berges. Oui. Et s'il aurait descendu rapidement comme un lac Squata, on verrait moins de plantes. Oui, définitivement. C'est ça notre problématique. C'est parce qu'on a une eau claire puis on a des sédiments riches en nutriments. C'est ça. Donc, c'est sûr que ça va pousser à la prolifération des plantes. Donc, éventuellement, j'imagine, ça devrait se stabiliser normalement dans le temps. Donc, on ne devrait pas voir ça devrait se stopper à un moment donné. Le cycle va reprendre, en fait. Mais je ne sais pas à quelle échelle exactement. Ça se peut que tu ne le vois pas dans ta vie à toi. Mais c'est ça. C'est souvent sur des grandes périodes. Donc là, il y a eu un gros changement naturel et anthropique, si on veut, parce qu'il y a eu beaucoup de sédiments provenant je pense, au chemin, que je ne sais pas qui avait posté des morceaux d'asphalte qui étaient encore dans le lac, en fait, depuis des années. Là. Donc, c'est moi. C'est ça. La rupture de 10 barrages de castors en domino. C'est fou, hein? C'est le lac de 8 pieds, dans le temps de dire. Mais c'est un lac super intéressant, par contre, de voir cette dynamique-là. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui se passe. Le phénomène est quand même naturel. C'est peut-être pas les chemins, par exemple, qui se sont retrouvés dans le lac un peu moins naturel, mais sinon, le fait qu'il y ait des barrages de castors, puis le fait que ça lâche, ça reste un phénomène naturel. Oui. C'est moins le fun pour les chalets. Tu peux passer à la prochaine diapo. Donc, vous avez les détails puisqu'on vient juste de discuter là, sur votre feuille à remplir. Donc, c'est ça. Si vous promenez et vous ne voyez rien de différent, réécrivez pas la même chose à chaque semaine. Si vous voyez des nouveaux secteurs, vous les mentionnez. Sinon, vous pouvez juste écrire même chose que la dernière fois ou absence ou qu'il n'y a rien de nouveau, en fait. L'érosion des berges. Donc, vous avez aussi sur votre feuille présence ou absence avec un point GPS, surtout. Vous pouvez aussi le noter sur votre carte, faire un petit trait. Une description. Dites-moi ce que vous voyez, si ça semble être un décrochage, s'il y a quelque chose de nouveau, s'il y a quelqu'un qui a fait un enrichissement, puis que là, tout d'un coup, ça s'est mis à creuser juste à côté. Des arbres sont tombés, je ne sais pas. Donc, un nouveau phénomène que vous venez de voir. Puis, c'est tout. Ça va être vraiment... Vous pouvez prendre des photos. N'hésitez pas à prendre des photos. Vraiment, là. Vous pouvez les joindre aussi, me les envoyer, puis je vais les mettre dans un dossier avec des dates, des noms, puis des lacs. Donc, l'érosion des berges, c'est vraiment... Il va y avoir ici tous les détails. Donc, c'est vraiment la détérioration de la surface par des phénomènes. Bien, c'est ça. Souvent, il va y avoir quand même des phénomènes naturels, si on veut. Donc, il y a sûrement eu beaucoup d'érosion due justement au barrage de Castor. On s'entend que ça a été une érosion majeure. Donc, il va y avoir les vagues aussi, beaucoup avec les bateaux. C'est pour ça qu'on demande aux bateaux amateurs de généralement se tenir loin des berges parce que le ressac va faire de l'érosion des berges. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place, je plug notre autre projet qui est Arbus. Donc, on vend des arbustes et c'est des arbustes à mettre, des plantes et des arbustes à mettre dans la bande riveraine. Donc, vous pouvez le noter aussi dans l'érosion des berges. Si vous voyez des berges, n'hésitez pas, vraiment très dénaturalisées, que c'est gazon, puis qu'il n'y a rien, puis qu'on voit déjà des décrochages. Bien, il y aurait peut-être des fois de la sensibilisation à faire avec les citoyens pour essayer de les encourager à réinstaurer une bande riveraine avec plantes et arbustes qui va faire en sorte que ça retient les sédiments sur le bord de l'eau. Et ça évite aussi le phénomène d'eutrophisation parce qu'on se retrouve avec moins de sédiments qui est lessivé dans nos cours d'eau. Oui, merci. Non, vas-y. Continue. Fait que ça ressemble à ça. Dans le fond, on a fait le tour. On avait vraiment, donc si on résume, on avait les fleurs d'eau, d'algues bleu-vert, érosion des berges, l'eutrophisation,
puis les espèces exotiques envahissantes. Vous avez 12 feuilles présentement. Vous remplissez ce que vous voulez. Là, j'ai regardé les dates. Vous n'êtes pas obligé de commencer à cette date-là là, si vous n'êtes pas disponible la première semaine, mais on pourrait commencer dans la semaine du 26 juin. Vous auriez assez de papier, en fait, pour vous rendre jusqu'à la mi-septembre. Puis c'est ça, si vous partez en vacances, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de m'avertir de vos vacances, là. Vous pouvez partir, puis juste pas prendre vos données, puis ça va être bien correct. Là. On est déjà vraiment content qu'il y ait des gens qui jettent un coup d'œil au lac. Donc, pour nous, c'est déjà vraiment un plus parce qu'on ne peut pas être partout, là. Donc, si on est capable d'instaurer ça, on est déjà très, très content. Est-ce que vous avez aussi une période de vacances? Non, on n'a pas de période de vacances. Okay. Pas l'été. Donc, n'hésitez pas si vous avez, mais on est beaucoup sur le terrain par contre, donc très occupés. Donc, c'est pour ça, quand Adrienne a posé des questions, après ça, je suis allée voir sur Internet, parce que je ne les connais pas tous non plus. J'essayais d'aller voir à quoi ça pouvait ressembler. Après ça, j'ai mis mes hypothèses, mais vu que je n'ai pas d'échantillon d'eau ou d'algues, je ne pouvais pas rien confirmer. Ça reste des hypothèses, là. C'est ça. Je ne suis pas non plus une spécialiste dans tous ces domaines-là, donc je vous présenterai les hypothèses, je ferai les recherches que je pourrai, j'irai voir un peu partout si je n'ai pas les réponses, là. Puis sinon, on pourra toujours venir chercher des échantillons. Mais c'est ça, il pourrait y avoir des délais là, parce qu'on va être sur le terrain quand même tout l'été. Moi aussi, je suis une sentinelle au lac Témiscouata, donc on va aussi sortir sur le lac. Je vais voir les changements qui s'opèrent, on va mettre des photos, on va vous tenir au courant, on va essayer de vous jaser aussi pendant l'été pour pas que vous restiez motivés à procéder. Donc, je vais le faire en même temps que vous. Puis, quand les plantes vont arriver ou si jamais je vois des épisodes de fleurs bleues, ben, avec les photos qu'on va avoir de nos lacs à nous, ça va aussi nous donner une bonne idée de quoi ça a l'air. Puis notre carnet d'observation, c'est à la fin qu'on l'envoie? Oui, à la toute fin de l'été. Moi, je récolte les données au mois de septembre. OK. Il n'y aura pas de rush avec ça. Je vais compiler les données à la toute fin. Là. Combien on est sur le Laclon, là? Combien on est sur le Laclon, sur le Zoom, là? Il y a Adrienne, Stéphane, moi. C'est qui l'autre? Myriam? OK. Oui, on est quatre. Le cinquième, c'est M. Nadeau? Oui. Adrienne, mets ton volume. Mets ton volume, Adrienne. M. Nadeau aussi, Normand. Puis, il fait la tête du lac jusqu'au pont blanc de la 289. Moi, à partir de la 89, je m'en vais vers chez Myriam. Puis là, je ne sais pas où sont ses séparés. Fait que là, on va faire ça en équipe. Là. On ne fera pas ça à soir. Après ça, parce qu'il y en a d'autres qui Adrienne, y a-t-il moyen qu'on se voit, la gang du Laclon, parce qu'on est 5, puis moi, je n'ai pas de bateau, j'ai juste comme mon genre ici que je vais pouvoir en faire. Oui, Jenny a dit qu'elle allait nous former un groupe pour nous, qu'on discute du trajet qu'on allait faire chacun. Je vais vous envoyer un courriel commun. Pardon? Je vais vous envoyer un courriel commun avec chacun vos courriels à l'intérieur, puis je vais joindre aussi les cartes du Laclon. Donc, vous pourrez aller, vous pourrez utiliser